Chapitre 9. Retardé de 5 jours. Nous jetâmes l'ancre dans la baie de Colombo, à Ceylan, vers 9 heures du matin. L'île verdoyante était paisible et agréable à contempler après la chaleur torride rencontrée sur l'océan. Lorsque le bateau pénétra lentement dans le petit port au milieu de plusieurs embarcations, les passagers se tenaient déjà prêts à débarquer. Regroupés sur le pont, nous attendions fébrilement de poser pied à terre. Aussi impatients que nous pouvions l'être, nous n'avons pas manqué d'être saisis par le paysage qui s'offrait à nous depuis le bastingage et déployait toutes les beautés de Colombo. Tandis que nous nous frayions un chemin parmi les superbes bateaux, nous admirions l'île verte, constellée de bâtiments aux basses arcades qui, dans le reflet du soleil, ressemblaient à des palaces de marbre. Derrière nous, les flots se soulevaient en petites crêtes blanches et allaient se fondre dans l'étendue azurée. Une haute montagne, appelée par les autochtones le pic d'Adam, se dressait en arrière-plan de la ville. La plage, léchée par une forêt d'arbres tropicaux, semblait sortir de la mer. Elle dessinait une longue courbe jusqu'à un port protégé par un magnifique brise-lames que surmontait un phare. Puis le rivage s'étirait un peu plus en direction d'un sémaphore, derrière lequel la large route qui longeait le rivage disparaissait dans l'immensité émeraude au-dessus de la mer. Les dômes feuillus évoquaient un château scintillant. Des esquifs se dirigeaient vers nous, avec à leur bord plusieurs hommes noirs, mais mon regard fut attiré par une étrange masse qui flottait à la surface de l'eau. J'observais avec frayeur ce qui ressemblait à un monstre couvert de plumes. Comment cette charmante île avait-elle pu enfanter une chose aussi horrible, me demandai-je, alors qu'à mon désarroi, le bateau fonçait droit sur la créature. Au moment où nous la dépassâmes, il y eut un grand fracas et une nuée d'oiseaux s'éleva en battant des ailes vers le brise-lames, là où les pêcheurs, les pieds ballants au-dessus des flots, surveillaient leurs lignes. Je posai de nouveau les yeux vers cette masse bien intrigante pour constater que les plumes avaient disparu. Il ne restait plus qu'une bouée rouge bien inoffensive en vérité. New York World, 12 décembre 1989. Nellie Bly retardée à Colombo. Les admirateurs de Nellie Bly et les parieurs du World apprendront avec regret que Miss Bly a été retardée à Colombo. Arrivée dans le port Singhalais dimanche matin, avec 2 jours d'avance sur ses prévisions, elle pensait pouvoir repartir immédiatement. Cependant, des circonstances exceptionnelles l'ont obligée à consacrer 5 jours à la visite de l'île. Le rédacteur en chef du World a reçu un télégramme l'informant de son retard sans plus de détails. Nellie Bly ne quittera pas Colombo avant demain. Ce délai change une partie de son itinéraire de 5600 km entre Colombo et Hong Kong. C'est avec 3 jours de retard qu'elle quittera l'île de Ceylan. Au lieu d'atteindre Singapour le 18 décembre comme prévu, elle devrait y arriver le 21 décembre. Elle aura 7 jours pour se rendre à Hong Kong, assez de temps pour attraper l'Océanic, bateau à vapeur de la compagnie Occidental and Oriental Steamship, censé partir le 28 décembre. Si Miss Bly a de la chance, les 3 jours de retard à Colombo ne compromettront pas son arrivée prévue à San Francisco le 22 janvier. Les parieurs ne doivent pas désespérer. Miss Bly peut encore, avec un coup de pouce du destin, finir son tour du monde en moins de 75 jours. Mais il faut bien avouer que les éléments sont malheureusement contre elle dans cette périlleuse partie de son voyage. Mon ami et moi fûmes les premiers à rejoindre la terre ferme. Certains passagers étaient montés avant nous dans un petit bateau à vapeur. Mais mon compagnon avait déclaré qu'il allait me faire vivre une aventure unique et avait désigné une petite embarcation qui semblait filer bien plus vite que les autres. Cet ami, qui avait gentiment proposé de se joindre à moi lors de cette sortie, était un grand voyageur. Il avait fait plusieurs fois le tour du monde et connaissait l'Orient comme sa poche. Pourtant, lorsque je vis ce dans quoi il comptait me faire monter, je me mis à douter de son jugement. Il s'agissait d'une embarcation sommaire, mesurant 1,50 m de long et 60 cm de large, qui devenait plus étroite au niveau de la quille. On ne pouvait poser 2 pieds côte à côte. Au milieu, 2 sièges se faisaient face, protégés du soleil par un misérable lait de toile de jute que nous dûmes soulever pour nous installer. 2 hommes se tenaient à chaque bout de cette étrange embarcation, chacun avec une pagaie. La pagaie est un long bâton terminé par une planche de la taille d'une boîte à fromage. En pagayant tous 2 du même côté, ces 2 hommes nous conduisirent prestement jusqu'à l'île.
Le bateau flotte grâce à 2 rondins accrochés à moins d'1 mètre de la coque. Les touristes les appellent des balanciers, mais les habitants de Ceylan les nomment catamarans. Au bout de quelques poussées, nous voguions à vive allure et dépassâmes en très peu de temps le bateau à vapeur. Nous étions déjà arrivés à l'hôtel que les autres passagers atteignaient à peine le rivage. On raconte à Colombo que les catamarans sont utilisés par les pêcheurs depuis la nuit des temps et qu'ils sont tellement sûrs que, de mémoire d'homme, aucun chavirement ne s'est jamais produit. Le Grand Oriental n'avait rien perdu de son charme à présent que je le voyais distinctement. Avec ses arcades carrelées, c'était un hôtel majestueux et cossu. À l'intérieur, les couloirs étaient larges et aérés, agrémentés de fauteuils confortables ou de petites tables d'appoint en marbre, faisant office de plateau pour les citronnades glacées et autres thés de la région. Si le cœur vous en disait, vous pouviez aussi croquer nonchalamment dans l'un des superbes fruits mis à disposition. Nulle part en dehors de l'Amérique, il n'est interdit de fumer. Sur cette charmante promenade, les hommes s'en allaient fumant, buvant des gallons de whisky, de soda, lisant le journal, tandis que les femmes se plongeaient dans leurs romans ou négociaient des dentelles avec des petits bouts de femmes à la peau cuivrée. Les marchands enturbanés étaient plus aguerris, ouvrant grand leurs petites boîtes tapissées de velours pour exposer leurs étranges pierres précieuses aux touristes ébahis. Des émeraudes d'un vert profond, des diamants brillants, des perles exquises, des rubis aussi vrais qu'une goutte de sang, des cymophanes aux reflets envoûtants, tous si bien taillés que même les hommes qui commençaient par leur lancer « Je connais les vendeurs de votre espèce » finissaient par poser journals et cigares afin d'examiner ces rocailles étincelantes. Aucune femme ne quittait Colombo sans avoir garni sa boîte à bijoux de plusieurs bagues supplémentaires, si originales qu'un voyageur les reconnaîtra immédiatement. « Oh, vous êtes passé à Colombo !» Pour la première fois depuis mon départ, j'utilisais des dollars américains. C'est assez courant là-bas et même obligatoire pour les gros achats, tels que la bijouterie. Pourtant, mes devises ne valaient pas un clou dans ce pays. Quand je proposais de payer en dollars, on m'annonça que mes billets seraient dévalués de 60%. Les diamantaires de Colombo sont pourtant ravis de recevoir 20 $ en petite monnaie, car ils en font un usage bien particulier. Ils montent les pièces, puis les accrochent à la chaîne de leur gousset. L'opulence d'un marchand se mesure donc à sa chaîne de montre. Plus il possède de pièces, plus il est riche. Le commerce des bijoux se fait principalement dans le grand couloir de l'hôtel. Les marchands viennent aux touristes qui apprécient de ne pas avoir à se déplacer. Ce même couloir mène à la salle à manger, tout aussi majestueuse que le reste du Grand Oriental. Les petites tables étaient mises avec un goût exquis et parées de fleurs fraîches qui étaient certes luxuriantes, mais n'exhalaient qu'un très léger parfum. Du plafond pendaient des pankas, une invention indienne qui aide à rendre supportables les grandes chaleurs. Il s'agit de longues bandes de tissu accrochées à des cannes de bambou qui sont disposées près des tables. Grâce à une poulie, un homme ou un jeune garçon tire un cordon qui fait s'agiter ces longs tissus, produisant un courant d'air très agréable aux visiteurs. Les pankas sont également utilisés sur les bateaux qui voyagent vers l'Orient. Les passagers du Victoria se régalèrent d'autant plus qu'ils avaient passé les 2 dernières semaines à manger les mêmes choses présentées sous différents noms. Des Singalais nous servaient, ce qui nous changea pour le mieux des insolents et négligents serveurs anglais de notre voyage. Ces autochtones piquaient bien sûr la curiosité de nous autres occidentaux. Ils parlaient très bien notre langue et comprenaient tout ce que nous disions. Ils étaient plutôt beaux, de petite stature, avec des traits délicats. Certains d'entre eux avaient des visages bien dessinés, tels des statues de bronze. Ils portaient des jupes blanches qui leur faisaient comme des tabliers et des chemises noires. Ils se déplaçaient sans bruit et pieds nus sur le sol carrelé. Leurs cheveux étaient longs et noirs, remontés en un chignon derrière la tête. Au sommet du crâne, et non à l'arrière entre les oreilles, ils disposaient un peigne en écailles de tortue, semblable à celui de nos écolières. Je distinguais à grand-peine les hommes des femmes, jusqu'à ce que je comprisse que les Singalais portaient le fameux peigne, un signe aussi distinctif que le pantalon pour les Américains. Il ne viendrait pas à l'idée des Singalaises de porter ce peigne, aussi sûr qu'aucune femme chez nous ne s'habillerait comme un homme. Au tiffin, je commandai un authentique curry indien. Je n'avais pas pu en manger sur le Victoria, mais les connaisseurs m'avaient convaincu de goûter cette délicieuse recette une fois sur le continent. On m'apporta tout d'abord un plat présentant des crevettes d'un côté et du riz de l'autre. Je mis 2 cuillerées de riz dans mon assiette et y ajoutai par-dessus une cuillerée de crevettes. On me proposa également du bœuf et du poulet, mais je me contentai pour l'heure de ce que j'avais déjà. J'eus le droit ensuite à un autre plat qui contenait des fruits au sirop, du tchouda et d'autres préparations très épicées.
Obéissant aux consignes, je me servis une cuillerée de cet assortiment. On y ajouta plusieurs petits morceaux d'un mets dont j'avais entendu parler. Son odeur était reconnaissable entre mille, le canard de Bombay. Il ne faut pas se fier à ce nom, car il s'agit en réalité d'un petit poisson ouvert en deux et séché que l'on ajoute au curry. Y goûter est une expérience en soi. Une fois les ingrédients réunis, mon assiette fut soigneusement mélangée, formant un tout peu esthétique, mais au final succulent. J'en devins fort friande et arrêtai seulement d'en manger lorsqu'il s'avéra, après un repas conséquent, que le curry me donnait des palpitations. On raconte une histoire très amusante sur le canard de Bombay. Le Shah de Perse fut un jour averti qu'un dignitaire indien souhaitait lui faire cadeau d'une grande quantité de canards de Bombay. Enchanté, le Shah ordonna tout de suite la construction de plusieurs bassins luxueux afin d'accueillir les volatiles. Imaginez son désarroi lorsqu'il reçut des poissons séchés et nauséabonds. Après le tiffin, nous nous rendîmes en carriole jusqu'au Mount Lavinia. Nous roulâmes sur des routes lisses et très bien entretenues. On les aurait crues faites de bitume rouge, et j'appris plus tard que des prisonniers avaient été chargés de les construire. La plupart sont bordés d'arbres alourdis de fleurs dont les branches formaient au-dessus de nous une arche végétale. De temps à autre, nous croisions des huttes de chaume et quelques autochtones. Le Mount Lavinia, que nous avions aperçu depuis le port, est un bel hôtel surplombant la mer, très prisé au beau jour. Ses pelouses vertes font face au rivage et reçoivent les embruns toute l'année. Après le dîner, les clients du Grand Oriental partirent en excursion tête nue. Nous roulâmes à travers la ville, empruntant de larges artères, passant devant les jardins tropicaux de splendides demeures, jusqu'à Gale Fast Drive, là où les vagues se brisent sur le sable en rugissant. Cette route longe au plus près la mer. Sous la lune, sa teinte rouge prend des reflets d'argent. La mer est très sombre, presque noire, avec des brisants blancs comme la neige. Dans cette douce lumière, on aperçoit des amoureux se promenant bras dessus, bras dessous, en toute quiétude. Certains d'entre eux étaient si près du rivage que je craignis qu'une vague plus haute que les autres emportât les imprudents là où tout finit. Quelques soldats arborant l'uniforme de la reine se prélassaient sur des bancs face à l'océan. Je les observais, incapable de déterminer si leur attitude reflétait la fatigue d'une longue journée ou un profond mal du pays. Une nuit, je vis un autochtone immergé jusqu'à la taille, pêcher au milieu des brisants. Le poisson mordait mieux la nuit, m'apprit-on. Mais avec quelle facilité cet homme pouvait être emporté par les flots sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'au petit matin ses amis constatent sa disparition. À l'intersection de Galeface Drive et d'une autre route se dresse l'hôtel Galeface, entouré d'une palmeraie. Depuis les larges et confortables fauteuils de la véranda, soutenus par des piliers de terre, on entrevoit l'océan et le sable fin à travers les arbres. Le bruit mélancolique du ressac nous entraîne vers de douces rêveries qui occultent pendant un temps la réalité. Et lorsque les songes s'estompent, on noie ses soupirs dans le verre de citronnade déposé discrètement sur l'accoudoir blanc du fauteuil par les statues vivantes aux pieds nus. Plus loin, les pousse-pousse vont et viennent entre la route et l'entrée éclairée de l'hôtel. Les porteurs noirs finissent par s'arrêter et posent à terre leurs véhicules pour laisser descendre les passagers. Un soir que je me prélassais sous cette véranda, écoutant d'une oreille distraite mon interlocuteur, ses mots étouffés par le bruit de la mer, je vis un couple enlacé, visage contre visage, mains jointes posées sur son cœur à lui. Ils se tenaient là, deux figures sombres sous l'arche de la véranda, leurs silhouettes éclairées par la lampe du portail. J'éprouvais de la compassion pour eux, à les voir percer de cette douce illusion amoureuse, celle qui fait de nos vies un paradis ou un enfer, et est la trame de toute littérature. Mais l'irruption d'un badaud tira la jeune femme de sa torpeur et elle prit la fuite, laissant à peine le temps à son galant de lui baiser la main. Je poussai un bref soupir et après avoir bu une nouvelle gorgée de citronnade, je repris ma conversation. Je fus réveillé de bonne heure le lendemain matin par un Cynghalais qui disposait du café et des toasts sur un guéridon placé près de mon lit à baldaquin. À la faible lumière qui perçait à travers la porte vitrée donnant sur le balcon, je devinai qu'il était encore tôt et me rendormis. Peu de temps après, un bruit de couverts entrechoqués me tira de mon sommeil et je me trouvai nez à nez avec un corbeau qui faisait un festin de mes tartines. Je n'avais pas pour habitude de prendre mon petit déjeuner avant de quitter mon lit, comme il est de coutume de faire à Ceylan. Aussi laissai-je mon corbeau à sa dégustation. Quand il fut parti, je décidai de me lever afin de profiter le plus possible de mon séjour. Après un bain frais, je m'habillai promptement et descendis au salon. Presque tous mes compagnons s'y trouvaient déjà. Certains d'entre eux s'étaient levés aux aurores.
Je regrettais de m'être montrée si généreuse envers mon corbeau quand j'appris qu'on ne servait plus de petit déjeuner après 9 heures. Il était très copieux afin de rassasier ceux qui souhaitaient profiter des heures fraîches. Nous montâmes à bord d'une légère carriole qui nous emmena par Galeface Drive à un lac dans lequel des hommes, des femmes, des enfants, des bœufs, des chevaux, un buffle et des chiens s'ébrouaient. Étrange tableau. Sur un îlot, des blanchisseurs s'activaient, tapant, rinçant à grandes eaux, puis essorant les habits avant de les étendre sur l'herbe. Ce soir-là, tout le monde semblait de sortie. Les Blancs conduisaient, montaient à cheval, roulaient à bicyclette ou flânaient. Situé à 800 mètres de là, le Brise-Lames est la promenade préférée des autochtones. Matin et soir, on peut voir les locaux joliment apprêtés faire des allers-retours entre le phare et le rivage. Lors des tempêtes, la mer vient recouvrir totalement la promenade, y déposant une substance verte et visqueuse qui la rend impraticable à moins d'être nettoyée. Le prince de Galles a posé la première pierre de la jetée en 1875. Il ne fallut pas moins de 10 années pour l'achever et c'est aujourd'hui l'une des plus belles du genre. Si l'on met de côté son climat tropical, Colombo me rappelait Newport, dans l'état de Rhode Island. Il est probable, à mes yeux en tout cas, que Colombo soit plus joli. Certes, les maisons ne sont pas des plus rutilantes, mais elles possèdent un cachet indéniable et la vue est grandiose. Après le petit déjeuner, les vacanciers se reposent dans le couloir de l'hôtel. Les hommes vaquent à leurs affaires et ne reviennent pas plus tard que 11 heures. À midi, tout le monde se retrouve pour le déjeuner, puis, pendant les heures les plus chaudes de la journée, arrive le moment de la sieste traditionnelle. Les vacanciers partent vers 4 heures faire un tour en voiture ou à pied et ne reviennent qu'à la tombée de la nuit, juste à temps pour le dîner. Et quoi de mieux ensuite qu'une promenade en pousse-pousse ou une soirée dans un des théâtres locaux. Les charmeurs de serpents font partie de la vie de l'hôtel. Ils portent des vestes déchirées, à même la peau et parfois des turbans. Ils réalisent des tours épatants. Je fus impressionnée par celui dit de l'arbre qui pousse. Le charmeur nous montre une graine, la pose au sol, avant de la recouvrir d'une poignée de terre et d'un mouchoir, probablement inspecté par le public. Puis il se met à chanter, et le mouchoir se soulève comme par magie en dévoilant une pousse verte. Nous n'en croyons pas nos yeux, mais l'homme nous dit « Arbre pas bon, arbre trop petit ». Il le recouvre et recommence ses incantations. Nous constatons que la pousse grandit, mais le charmeur n'est toujours pas content et il répète « Arbre pas bon, arbre trop petit », recommençant son manège jusqu'à ce qu'il obtienne un arbre haut de plus d'1 mètre. À la fin du numéro, il le soulève pour nous montrer ses racines. Même si ces hommes nous appâtaient avec la danse du serpent, ils finissaient toujours par nous montrer tout autre chose. Un matin, lorsque l'un d'eux me proposa pour une énième fois la danse du serpent, je lui répondis que je voulais voir uniquement ce tour et rien d'autre. De mauvaise grâce, l'homme ôta le couvercle de son panier et un cobra s'en échappa indolemment en s'enroulant sur lui-même. Le charmeur souffla dans un petit fifre tout en agitant un tissu rouge sous le nez du reptile. Celui-ci se redressa et siffla de colère, tant et si bien qu'il semblait tenir seul sur le bout de sa queue. Puis il remarqua son maître et siffla en sa direction, mais ce dernier le saisit par la tête avec une telle poigne qu'un jet de sang s'échappa de la gueule du serpent. Il lutta quelques instants avec l'animal en le tenant toujours aussi fermement. Le serpent finit par rentrer dans le panier, sa queue fouettant furieusement le sol. Lorsqu'il fut enfin dans son habitation, je poussai un long soupir, et le charmeur me dit d'une voix triste « Cobra danse pas, cobra trop jeune, trop indocile ». Je ne pus lui donner tort, le cobra me paraissait en effet bien alerte. Ce fut à Colombo que je vis mon premier jinrikisha, une sorte de carriole pour 2 personnes en forme de sulky, qui possède une capote pour protéger ses passagers des intempéries et des brancards tirés par des hommes noirs, vêtus d'un pagne. Quand le soleil darde ses rayons, ils enfoncent sur leur tête de larges chapeaux qui les font ressembler à des champignons, mais la plupart du temps, ces coiffes restent accrochées à l'arrière. Les conducteurs se rassemblent à divers endroits de la ville et leurs véhicules sont garés, reposant sur leurs bancards, à des endroits prévus à cet effet. Ils attendent le client accroupi, les 2 pieds fermement ancrés dans le sol. Ces hommes sont loin de la tête aux pieds et quand il fait chaud, on aimerait bien qu'ils soient plus vêtus et moins huileux. Cette graisse dégage une odeur particulière. Je pris un jour un jinrikisha avec une amie. L'homme appuya de tout son poids sur l'un des longs brancards pour me permettre de monter facilement dans la carriole, puis se prépara à partir.
Mais mon ami n'était pas encore installé et se retrouva les 4 fers en l'air, mis à terre par le mouvement de bascule. Je ne me sentais pas très fière d'être ainsi promenée dans la ville par un être humain, pourtant je finis par penser que c'était un moyen moderne de se déplacer. En effet, ce cheval-ci n'avait besoin de personne pour s'occuper de lui, et lorsque nous partions faire les magasins, il était très agréable de ne pas se soucier de savoir si l'attelage était bien couvert. Quand nous pressions le conducteur de se dépêcher, nous n'avions pas à craindre de l'épuiser. Il avait toujours la possibilité de protester. J'ai déjà parlé des routes impeccables de Ceylan. Ce fut le cas dans presque tous les ports d'Orient où je fis escale. À mon grand regret, je n'ai jamais pu déterminer si ces chaussées étaient parfaites grâce à l'absence des transporteurs de bière ou à celle des patrouilleurs de police de New York. Je visitai quelques temples à Colombo, m'acquittant à chaque fois d'un droit d'entrée, et ma foi, je ne leur trouvais pas grand intérêt. Un jour, je me rendis dans une école bouddhiste et trouvai le célèbre grand prêtre de Ceylan assis sous la véranda de son bungalow, occupé à écrire sur une table basse. Sa toge était faite d'une étoffe de soie dorée savamment enroulée autour de son corps et nouée à la taille. Il la remonta jusqu'à ses épaules pour nous accueillir. Sa peau était couleur cuivre et ses cheveux gris coupés ras. Il s'exprimait dans un anglais fort correct. Au cours de la conversation, il me confia qu'il recevait chaque année des centaines de lettres d'Amérique. Imaginez un peu, nos concitoyens sont ceux qui se convertissent le plus au bouddhisme. À Kandy, nous louâmes une calèche pour admirer le lac, la bibliothèque et les temples. Un des temples, entouré de douves, abritait, au milieu d'autels assez communs, un fragment d'ivoire que l'on disait être la dent de Bouddha. Kandy est une jolie ville, mais pas autant qu'on le prétend. Il est censé y faire plus frais qu'ailleurs. Pourtant, nous y eûmes si chaud que nous regrettâmes vite Colombo. Déçus par cette escale, nous mîmes le cap sur Parathenia et son splendide jardin botanique, une excursion qui valut 1000 fois le détour. Nous rentrâmes le soir même à la capitale. La chaleur, la fatigue et la faim m'avaient donné la migraine. Sur le chemin de retour, l'homme espagnol qui nous accompagnait entreprit de nous remonter le moral, mais il m'irrita plus qu'autre chose, ce qui amusa grandement l'Irlandais de notre petit groupe. L'Espagnol avait beau être courtois, il avait des paroles maladroites. J'étais passablement agacée, mais l'Irlandais n'en avait cure et continuait à rire sous cap. Alors que nous descendions la montagne, l'Espagnol se redressa dans la calèche et sortit la tête par la fenêtre pour admirer le paysage. « Ouah, nous allons tomber !» cria-t-il à la cantonade. J'étais dans un coin de la calèche, tentant de prendre un peu de repos. L'Irlandais, les bras croisés à l'autre bout, essayait d'en faire autant. « Mais non, nous n'allons pas tomber !» maugréai-je tandis que l'Irlandais affichait un sourire moqueur. « Mais si, je vous dis, faites vos prières !» répliqua-t-il pris de panique. L'Irlandais pouffa et je ne pus m'empêcher de l'imiter en dépit de ma migraine. Ce n'était vraiment pas grand-chose, pourtant je ris à m'en tenir les côtes. Et je n'eus ensuite qu'à souffler « Faites vos prières !» à l'Irlandais pour repartir de plus belle. Ce soir-là, j'allais me coucher de bonne heure sans même dîner. J'avais prévu de me rendre le lendemain matin au marché aux perles, mais comme j'étais toujours indisposée, je préférais garder la chambre. Plus tard, le groupe de voyageurs m'apprit qu'à la fin du marché, l'un d'entre eux avait acheté quelques huîtres pour 1 roupie. Elles contenaient 500 $ de perles. Je regrettais amèrement de ne pas m'être rendue sur place, même si j'avais peut-être échappé au choléra. J'entendis un jour un homme demander à un autre s'il connaissait le sens du mot « jinrikisha ». Le premier expliqua que le mot signifiait « pouvoir de l'homme qui tire ». Et le second répondit réellement surpris « Je pensais que cela signifiait « l'homme pullman ». Une autre fois, un Australien fraîchement débarqué demanda à Andrew, le portier sagace de l'hôtel, de lui commander une de ses charrettes pour se promener. Andrew ne comprit pas tout de suite, car il existait toutes sortes de charrettes. Je ne me souviens pas du nom, répondit l'Australien en hésitant. Je crois que vous les appelez Jim Jam ?» Andrew lui commanda un jirikisha.